Bon midi à tous. Bienvenue à ce QER du 1er mars 2021. Et j'espère que votre semaine de relâche se passe bien pour ceux qui sont en semaine de relâche. Donc, aujourd'hui, on répond à vos questions. Soit que vous posez vos questions directement dans le chat de Facebook ou on va prendre des questions qu'on a reçues sur la page Pose ta question. Donc, on vous invite au courant de la semaine d'aller sur la page du club pour poser vos questions et on va y répondre durant le live. Donc, aujourd'hui, on est en compagnie de Jean-Pierre Dussault de Québec. Salut, JP. Allô, Yvan. Salut tout le monde. Soyez les bienvenus. Merci d'être avec nous ce midi. On va tenter le mieux possible pour vous aider, vous éclairer. Yes, il fait beau au Québec. Gris, mais c'est correct. Hier, très belle journée. On en a profité. Good, good. Le printemps s'en vient. Ouais. Hey, on aimerait ça savoir de quelle région vous êtes ou de quelle ville vous êtes. Écrivez ça dans le chat, ça nous permettrait de voir c'est quoi notre auditoire, d'où elle provient. Good, good, good. Donc, avant de prendre des questions, on vous rappelle que vous pouvez partager dans le fond le live. Donc, ça va vous permettre de courir la chance de gagner un des prix qu'on va faire tirer à la fin de la session, vers 1 heure. Donc, voilà. Les gens commencent à poser des questions, à commenter. Excellent, excellent. On va y aller avec une question. JP, on est-tu prêt? Certainement. Yes, yes, yes. Ah oui, excusez, j'ai oublié de vous dire, partager, mais également inscrire, partager dans le chat pour être sûr qu'on l'a vu, que ce soit plus facile pour nous de déterminer les gagnants. Donc, on avait une première question qui provenait de quelqu'un qui a posé la question durant la semaine. Je vais la retrouver, c'est pas long. Robert Vachon. Je commence en immobilier. Faut-il investir dans le neuf ou dans l'ancien ou dans l'usager? Donc, Robert, ça dépend de plusieurs facteurs, là, mais je te dirais, si tu as investi dans le neuf, à moins que tu aies d'expérience en construction, je te dirais d'acheter du neuf, mais déjà tout fait clé en main, donc fait par un entrepreneur. Ça, on voit ça souvent. Il y a des gens, leur premier achat, achètent par exemple un triplex d'un contracteur et ils ont eu des bonnes conditions de financement, ils arrivent à acheter sans comptant, donc c'est une belle façon de faire. Sinon, dans l'usager, c'est une belle façon aussi. Habituellement, il y a plus de potentiel dans l'usager que dans le neuf. Dans le neuf, tu achètes la paix d'un point de vue physique, là, la qualité physique de l'immeuble va te permettre d'avoir la paix pendant un certain temps. Par contre, tu as rarement du profit à l'achat. Ce que tu peux avoir dans l'usager, tu as souvent du potentiel dans l'usager. Donc, je te dirais, ça dépend. Il faudrait avoir un petit peu plus de détails pour être capable de répondre, mais les deux sont bons. Les deux sont bons en tant qu'à moi. JP, as-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Non, ça rejoint ce que j'avais pris en note, plus de swing dans l'usager, donc beaucoup plus de jus souvent. Les emplacements on sait, les villes se développent par le centre, donc souvent, les immeubles existants, souvent, ils ont des bonnes localisations. Et le coût de construction en 2021, un 1er mars 2021 au Québec, très dispendieux. Faites vos calculs, achetez bien. La grosse composante, c'est le coût d'achat du terrain. Et demandez-vous si à la toute fin du projet, au final, si vous payeriez pour acheter cet immeuble-là, ce 8 logements-là qui vous a coûté peut-être 2 millions. Donc, à vous de voir. Excellent, merci JP. On va y aller avec Jacinthe Riendo. Une question pour toi, JP. Je vais te la laisser. Après, je bonifie. Un courtier me demande de signer un contrat d'exclusivité d'acheteur avec lui pour ma prospection. Devrais-je accepter? Ben, écoutez, c'est toujours embêtant. Ça dépend à quel niveau vous êtes rendu. C'est certain que si vous faites le coaching, le club vous enseigne à devenir de plus en plus autonome, à vous fier à vous-même, à garder le contrôle de la rondelle et à faire votre propre prospection, donc de ne pas être attaché avec personne. Si vous commencez, ben écoutez, c'est sûr que vous êtes relié à un courtier. Est-ce qu'il y a les meilleurs deals sur Centris? Pas tout le temps. Vous le savez, hein, tout le monde est sur Centris, il y a de la surenchère. Le courtier a l'obligation d'aller chercher le prix maximum pour son vendeur. Est-ce que je le ferais? Ça dépend. Ma réponse, ça dépend de votre niveau. Mais je vous encouragerais à suivre des formations pour devenir le plus autonome possible, puis peut-être éviter ce genre de contrat-là. Il y a un petit Bonnie, si vous le faites, faites-le pour une courte durée. Allez pas vous geler avec un courtier pendant 1 an. Là, ce serait plate d'être obligé de passer par lui tout le temps si vous trouvez quelque chose. Donc, si jamais vous le faites,
2-3 mois maximum. Ça vous donne au moins la chance, vous laissez la chance au courtier de voir s'il est capable de vous amener des idées. Si après 2-3 mois, il n'y a rien amené, peut-être qu'on va y aller de nos propres ailes, comme disait JP. Excellent. On voit qu'Étienne a partagé. Merci beaucoup, Étienne. Ensuite, on a Arnaud B. Arnaud B qui était du coaching, je crois, samedi dans le cours d'analyse de rentabilité. Et Arnaud, tu n'étais pas rendu au cours numéro 6, où on parlait de financement créatif avec M. Lépine. Et justement, il répondait à ta question. Je ne peux pas aller trop dans le détail, mais quand même, je vais donner une couple de petits cues. Si on trouve une opportunité et si on passe par un prêteur privé, comment on fait pour justifier la mise de fonds de 3 mois dans notre compte de banque? En fait, il y a une technique qui s'appelle, voyons, je cherche le terme. Ça va me revenir, c'est dépossession d'action, mais le terme, je l'échappe, mais en tout cas, on va me revenir tantôt. Mais le concept est que le prêteur privé devient ton associé, OK? Et tu donnes, dans le fond, tes actions en garantie au prêteur. Si jamais tu ne rembourses pas le prêteur, ben, il reprend les actions, il reprend, dans le fond, la propriété. Donc, c'est la façon de contourner, c'est que le prêteur devient l'associé et la banque n'a pas le choix d'accepter la mise de fonds de ton associé, qui est le prêteur. Et là, le terme, il faut me revenir, je le cherche. Je ne sais pas, JP, si connais-tu le terme? Ouais, je sais pas tu parles, mais non, je ne l'ai pas en tête. OK, on poursuit, puis pendant que tu vas répondre à une question, je vais chercher le thème, je vais vous revenir avec ça. Je sais que c'est dépossession d'action, mais il me manque un petit mot quelque part. OK. Mathieu Bergeron, bonjour, OK, c'est bon. Il y a Stella. Je suis dans le processus d'achat d'un 4plex et le propriétaire m'informe qu'un appartement fait une infestation de punaises de lit. Devrais-je me sortir de la transaction ou juste faire une inspection plus poussée? Combien grave c'est une infection de punaises d'un point de vue investisseur? Est-ce un deal breaker? Je sais que tu aimes les punaises, JP. Je sais là-dessus, pendant que je cherche mon terme. Oui, effectivement. Bonne question, c'était là. C'est après l'eau dans les bâtisses, je pense que les punaises, c'est le pire ennemi. Effectivement. Le nerf de la guerre, c'est de réagir vite. Donc, si tu es dans une transaction où est-ce qu'il y a une infestation qui est déclarée, tu veux t'assurer que le propriétaire prend les actions en ce moment pour éradiquer le problème, mais je monnaierais aussi cette déficience-là. C'est pas un plus. Ça prend un traitement, puis ça prend un traitement régulier en continu, puis même des fois sur de longs mois, quelques années pour être certain qu'on est exempt de punaises de lit. Donc, j'essaierai de le monnayer. Est-ce que c'est un deal breaker? Pas nécessairement. Comme on dit au club, c'est sûr que les premières fois qu'on rencontre des problèmes, c'est des 9 sur 10, des 10 sur 10. Puis avec le temps, plus on les vit, ben là, on améliore notre capacité à supporter ces problèmes-là. Fait que moi, je te dirais, ça dépend de l'ampleur aussi. Est-ce qu'on parle d'une contamination générale? Mais j'explorerais, je m'assurerais qu'il y a des traitements qui sont faits maintenant, qu'il y a de la collaboration des locataires aussi, mais j'essaierais de monnayer ce problème-là. Peut-être un 5 000, un 10 000, tout dépendant de l'ampleur. Excellent, merci JP. On vous rappelle de partager le live pour courir la chance de gagner un des 4 prix qu'on va faire tirer à la fin. Faire tirer un livre, le livre avec JP qu'on écrit, donc Transformer en opportunité des multilogements trop chers. On va faire tirer également une formation sur les flips et une formation sur Transformer en opportunité des multilogements trop chers, donc qui a lieu la semaine prochaine. Et un certificat cadeau de 50 $ applicable à une formation à la carte, donc à vos boutons de partage pour courir la chance de gagner ça. On avait Isabelle Delage qui disait, est-ce que c'est encore possible de poser des questions maintenant sur cette page? Effectivement, on peut poser des questions live comme là, ou aller sur la page Pose ta question sur le site du club pour avoir la chance que votre question soit répondue, si elle n'est pas trop pointue et si elle est pertinente, parce que des fois, on a des questions qui sont des demandes de consultation avec 8 sous-questions. On ne peut pas s'embarquer là-dedans, malheureusement. Hélène Larose, qu'on salue, qui est une fidèle des QIR. Allô, Hélène. Ça va être dur à répondre à celle-là, mais quand même, à quoi faut-il s'attendre côté fiscalité après la pandémie? Par exemple, l'exemption du gain en capital pour les résidences principales pourrait-elle disparaître à court ou moyen terme? Merci. On a eu vent de ça, là, ça se jase, mais à savoir si ça va avoir lieu ou pas,
très difficile là, d'être dans les souliers du gouvernement. J'espère que non. J'espère que non, que ça ne disparaîtra pas. Ça ferait mal, je trouve, à ceux qui ont de l'équité, là, puis qui prévoient revendre prochainement. S'il faut que ça soit imposable, ça me semble que c'est pas la façon idéale. Là. En tout cas, si jamais ça devient imposable, j'imagine qu'ils vont permettre de déduire les intérêts, parce que rien ne se perd, rien ne se crée. Si c'est imposé d'un bord, j'espère qu'ils vont permettre les intérêts et les dépenses comme des dépenses admissibles pour réduire cet impôt-là. Je ne sais pas si tu as une opinion là-dessus. JP, sans être fiscaliste, c'est sûr, attendez-vous, les gouvernements vont avoir faim dans les prochaines années, dans les prochaines décennies. Ils vont, déjà qu'on est, vous le savez, là, le Québec, dans le monde, on est dans le top des plus imposés à tous égards. Donc, ils vont peut-être être créatifs, puis effectivement s'attaquer à certains privilèges qui nous restent. Il ne nous en reste pas beaucoup. Peut-être celui-là, mais comme dit Yvan, si on pense aux États-Unis, effectivement, les intérêts dans les résidences principales peuvent être déduits. Donc, ça se pourrait, parce que sinon, à un moment donné, c'est la révolte de la population qui va s'en suivre, là. Mais il ne faut pas cultiver la peur de ça. Puis ça, on en a parlé samedi d'ailleurs. Quand vous faites le coaching, on travaille le mindset. Ne soyez pas dans la peur de ce qui va se passer avec un paquet de présomptions. Je pense qu'il faut être confiant, il faut être très sévère dans ses achats. Donc, ça vous montre qu'il faut faire son profit à l'achat, compte tenu qu'il pourrait peut-être y avoir des hausses de taux hypothécaires. Bon. Mais il ne faut pas cultiver la peur, sinon ça va nous empêcher d'avancer. Excellent, merci. Et une petite dernière de pose ta question, c'est Véro Leroux. Selon vous, c'est quoi la pire erreur de débutant à ne pas faire? Il y en aurait tellement à vous dire ici. Entre autres, ne pas se former, parce que si on y va comme on pense, avec les conseils du beau-frère qui n'a pas d'immeuble, ben, ça peut coûter cher, parce que comprenez qu'une erreur en immobilier coûte 5 000, 10 000, 50 000. Un bon coup peut rapporter 50 000, 100 000, 200 000, fait que c'est des gros chiffres. Fait que je pense que se former, c'est une sage décision à prendre. Évidemment, là, on est au club, souvent JP, l'autre JP qui n'est pas là, il dit, on prêche notre paroisse, mais on est investisseur avant tout, hein. Donc, on a passé par là, puis on a fait des bons coups, puis on a fait des expériences qui ont coûté de l'argent. Fait qu'on vous parle par expérience en vous disant de vous former. Sinon, ben, il y en a plusieurs, là, tu sais, ne pas inspecter avant d'acheter un immeuble, c'est pas nécessairement winner non plus. JP, t'arrêtes-tu des trois petits trucs dans ta manche? Oui, quelques-uns. Ouais. Quelques-uns, mais ça rejoint un peu ce que tu dis, Yvan. Pas connaître son secteur. Donc, ça revient souvent de penser qu'il y a de quoi de hot et d'incroyable dans un coin qu'on ne connaît pas du tout. On fait très attention. L'exemple que je donne souvent, combien coûte un 4 logements? Shawinigan, 75 000. Plateau Mont-Royal, 1,6 million. Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Les deux peuvent être bons. Il faut payer les prix en conséquence des revenus et du secteur et de nos critères d'investissement. Aller trop vite, ça rejoint un peu la réponse à Yvan. Des deals, il y en aura toujours. Fait qu'on voit des gens, des fois, commencer le coaching après le mois 1. C'est un cours de 10 mois pour les gens qui ne sont pas au courant. Après le mois 1, je comprends qu'ils sont excités, puis c'est excitant l'immobilier. Mais là, écoute, ils ont une rage d'acheter, puis Yvan l'a dit, les erreurs sont très coûteuses. Donc, très important de se former. Autre chose qu'on voit souvent, les gens pensent que parce qu'ils ont quelqu'un de leur entourage qui vend leur bâtisse, leur triplex, leur duplex, que c'est une aubaine. Ou ma mère connaît quelqu'un qui est le cousin avec qui elle travaille. La plupart du temps, c'est pas parce que c'est une personne de l'entourage que ça fait une meilleure affaire pour autant. Au contraire, des fois, on a des liens émotifs, on veut pas déplaire. Je vous dirais, là, la plupart du temps, c'est pas bon. C'est beaucoup trop cher. Il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas d'aubaine, il n'y a pas de profit à l'achat. Donc, ça, on voit des fois des gens qui débutent dire « Hey, je connais quelqu'un ». C'est pas parce que vous la connaissez qu'on va vous faire une fleur, nécessairement. Peut-être dernier conseil,
Ouais, c'est ça. C'est d'établir ses propres critères d'investissement. On fait attention des fois à des fiches de vendeurs ou des fiches de courtier. Il n'y a pas assez de dépenses. Les chiffres sont trop embellis. On vous fait miroiter des rendements. Et lorsque vous les passez dans le cruncher, qui est l'outil de calcul du club, ben là, c'est plus tout à fait la même affaire. Fait que prudence au départ, ce serait peut-être le conseil. Excellent. Et merci de cette belle bonification. On vous rappelle de partager le live pour courir la chance de gagner nos prix. On est déjà 200 personnes. Excellent. Merci d'être là, fidèle à chaque semaine. On a MJ Renault. Bonjour, le marché est chaud. Les ventes des maisons partent en fumée. Est-ce un bon choix d'entrer dans la dynamique de donner plus pour avoir une maison ou est-ce préférable de prendre le temps de bien rechercher? D'un point de vue maison, c'est un petit peu plus touché parce qu'il y a l'émotion qui rentre en ligne de compte, c'est de la consommation. Fait que, peut-être qu'une maison, vous ne seriez pas à payer une maison un petit peu plus chère, ça rentre dans votre budget, évidemment, là, parce qu'elle est bien localisée, parce qu'elle correspond mieux à vos besoins actuels. Donc, oui, on peut payer un petit peu plus cher, mais idéalement, dans le meilleur des mondes, on tente d'acheter une maison à rabais pour pouvoir s'en servir comme levier pour acheter d'autres choses éventuellement. Fait que si vous êtes capable de faire un profit à l'achat, de prendre un petit peu plus de temps, si vous n'êtes pas pressé à acheter, c'est sûr que vous êtes en urgence, c'est une autre affaire, mais si vous avez du temps devant vous, prenez le temps de magasiner une maison qui correspond à vos besoins, puis vous êtes capable de trouver un vendeur motivé qui va vous vendre à rabais, vous êtes capable de vous servir éventuellement de cette maison-là comme levier en la refinançant et en récupérant de l'argent pour aller acheter un immeuble à revenu. OK? Il faut comprendre que dans les maisons, dans les condos, il y a souvent des vendeurs motivés parce que les paiements sont reliés directement à la situation du vendeur. Puis si, mettons, en divorce, en maladie, en burn-out, en perte d'emploi, peu importe, ça peut faire en sorte qu'il va être motivé à vendre à rabais. Pour les immeubles à revenus, c'est une autre histoire. Souvent, les vendeurs ne sont pas motivés. L'immeuble se paye tout seul et ils vont demander le gros prix. Puis il y a peut-être des gens même qui vont faire de la surenchère pour pouvoir mettre la main dessus. C'est le cas en passant de Jean-Philippe Claude qui fait souvent ça. Donc, il va payer cher parce qu'il y a un fort potentiel. Mais pour une maison que vous habitez, de payer trop cher, c'est pas l'idéal, à moins que ce soit votre maison de rêve, là, que vous êtes en amour. Là. Mais dites-vous que si vous faites ça, vous risquez d'être pris pour attendre longtemps avant de vous en servir comme levier. JP, je ne sais pas si y a quelque chose à bonifier là-dessus. Oui, ben, tu l'as dit dans ta réponse. Rapidité, immobilier, pas tout le temps bon ménage. Fait que des choses impulsives, des choses vite, la surenchère, moi, c'est pas trop mon bag, là. Mais puis Yvan l'a dit, c'est très personnel l'achat d'une maison. Il y a peut-être des raisons personnelles qui vont faire que vous allez vous y intéresser. Peut-être la payer cher, c'est pas ce qu'on souhaite. Peut-être un petit commentaire là-dessus. Les gens qui cherchent des plex, donc 4 et moins, pour habiter, on fait attention. Puis si vous prenez des cours avec le club, là, c'est l'intention de l'occuper qui compte. Mais le problème, c'est que vous avez tous vos critères. Donc, vous voulez 2 chambres, 3 chambres, vous voulez un balcon, vous voulez peut-être un foyer, vous voulez peut-être 2 parkings, vous voulez peut-être votre cour. Mettez tous ces critères-là, en plus de trouver un 3-4 logements rentables, bonne chance. Donc, des fois, ça peut être plus intéressant que vous restiez locataire. Je sais que ça va vous surprendre. Et que vous vous concentriez sur la rentabilité d'un plex que vous allez acheter. Ou carrément acheter peut-être un condo en bas du marché qui va correspondre à tous vos critères. Et ensuite, vous libérez, je comprends que ça va jouer un peu sur vos ratios, là, mais ensuite, vous libérez pour acheter un plex sans critères personnels. Donc, sans que ce soit là pour y habiter. Comme je vous dis, c'est dur de mixer les deux. Tant mieux si ça arrive, mais ça devient difficile. Excellent, excellent. Isabelle Delage, à midi une, on a achat d'un immeuble sous la valeur marchande. Quelle est la meilleure façon de faire un refinancement rapide? Quand tu parles d'un immeuble, j'imagine que tu parles d'un multilogement, parce qu'une maison, c'est aussi un immeuble. Si on parle, mettons, de multilogement, on va prendre ça comme prémisse dans ta question. La meilleure façon de refinancer rapidement, ben, ça va être d'augmenter les revenus, diminuer les dépenses, évidemment.
Donc, peut-être faire des travaux, faire des travaux sur la propriété et tenter de relouer plus cher. Mais évidemment, 1 à 3 mois, c'est quand même assez difficile. Peut-être que tu pourrais t'entendre à l'amiable avec certains locataires pour qu'ils quittent, puis tu les compenses. Évidemment, on fait pas ça de façon cavalière, là, on fait ça de façon gagnant-gagnant. Ensuite, comme une personne a déjà fait, on a parlé au cours de financement créatif l'autre jour, non, c'était dans le cours d'analyse de rentabilité, mais on connaît quelqu'un qui a fait des travaux avant même d'acquérir la propriété. Fait que c'est très risqué ce qu'il a fait. C'est une façon, fait qu'il il a rentré dans l'immeuble avec l'entente du vendeur et fait des travaux. Donc, quand il a acheté la bâtisse, il est allé là le lendemain voir la caisse, il me dit, ben, les baux de 100 000, mettons, qu'on a financé lors de l'acquisition sont rendus, mettons, à 140 000. J'aimerais ça refinancer la propriété. Donc, c'est une façon de faire, mais soyez très, très prudent là-dessus parce qu'il y a un gros risque d'aller faire des travaux puis que le vendeur ne veut plus vendre la propriété. Donc, on a fait des travaux pour le vendeur, puis il va falloir le poursuivre, ce qui n'est pas l'idéal. 1 à 3 mois, ça va être assez rapide. Ça te prendrait peut-être un prêteur privé aussi dans le décor si tu veux procéder aussi rapidement que ça. Là. OK? JP? Toute valeur que vous pouvez créer rapidement va vous permettre de refinancer. Donc, évidemment, s'il y a un profit à l'achat dès le départ, et ensuite, comme a dit Yvan, optimisation, on monte les revenus, on baisse les dépenses. Une des grosses dépenses, c'est la conversion de chauffage. On en parle souvent au club. Donc, un chauffage central propriétaire qu'on convertit avec des compteurs indépendants à la charge des locataires. Donc, vous vous débarrassez de cette dépense-là. Ça joue tout de suite sur votre valeur nette. Donc, il faut agir quand même assez rapidement. Yvan l'a bien dit, si on demande à des locataires de quitter ou si on leur suggère, ben, il faut que ça se négocie, il faut que ça soit gagnant-gagnant. Et c'est un conseil que je donne assez souvent, mais simplement d'offrir, vous pouvez quitter en tout temps, sans préavis, sans pénalité. Des fois, ça donne beaucoup de liberté aux gens qui pensent que c'est compliqué de casser un bail. Et ça peut peut-être les inciter des fois à s'acheter quelque chose pour eux-mêmes, un condo, une maison, peu importe, ou aller dans le plus grand. Donc, on n'est pas toujours obligé de payer pour reprendre le bail de location, mais discuter et poser des questions ouvertes. C'est quoi vos plans? C'est quoi vos projets à chaque locataire? Comme je vous dis, peut-être que dans certains cas, vous n'aurez pas à forcer beaucoup pour qu'il quitte et que vous remettiez la main sur le logement pour l'optimiser au marché. Peut-être qu'il y en a qui attendaient juste ça qu'on leur offre. Aussi. Que c'est possible de quitter, qu'ils se sentaient pris là. OK, excellent. Merci, JP. Mathieu Bergeron, devrais-je m'incorporer avant d'acheter mes Plex? Une question qu'on a à chaque cuillère. J'ai déjà des maisons à revenus, mais je vais entrer dans le marché du multilogement et la même réponse qu'on donne toujours. Fait que ça dépend vraiment de ta situation, Mathieu. Ça dépend de tes objectifs, OK? Puis tes liquidités, ça dépend si de ta situation personnelle, de ton crédit, est-ce que tu veux faire des flips, mais là tu me dis que c'est pour du multilogement. Je te dirais de consulter un fiscaliste là-dessus, peu importe lequel, là, mais on te réfère à Richard Damour qui a déjà fait un live. Je t'inviterais à aller dans les autres questions et réponses de Facebook. Dans le passé, peut-être 3-4 mois en arrière, puis on avait reçu Richard Damour qui donnait pas mal de détails là-dessus. Mais c'est propre à chacun. Là. Ça prend une petite consultation ou écoute le live de Richard. JP? Ben, on peut y aller avec des observations générales, mais je ne veux pas déclencher un tollé là, sur Facebook là-dessus. Mais effectivement, dans des modes accumulation, en fait, c'est que le taux d'imposition au personnel, le fisc, le Revenu Québec, Revenu Canada, considère les immobiliers comme des revenus de placement. Donc, vous êtes au gros taux corporatif. Puis ça, c'est l'enjeu majeur à comprendre. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'être en incorporation avec le prix d'une corporation, avec les frais annuels d'une compagnie et avec le prix des états financiers que votre comptable va vous charger parce que vous êtes incorporé versus l'avoir au personnel ou est-ce que ça s'ajoute à vos revenus? Et là, ça dépend de votre braquette d'impôt. Mais dans des cas
d'accumulation, d'acquisition et d'accumulation. Pas de flip, pas de conversion en condo ou autre. J'entends souvent des fiscalistes recommander d'acheter au personnel. Mais c'est certain qu'on va vous dire de consulter. N'oubliez pas l'aspect légal aussi, dans le sens que si c'est à votre nom personnel, puis vous revendez, puis vous avez une poursuite en vice caché, par exemple, ben, c'est votre patrimoine personnel qui peut y passer ou qui va être attaqué. Si on est dans une compagnie, ils vont protéger notre patrimoine. Ça, c'est un avantage d'avoir une société quand on investit. Et n'oubliez pas ce que JP parlait là, par rapport au taux d'imposition, là, mais quand une compagnie verse un dividende à l'actionnaire, elle va récupérer un tiers du dividende versé. Donc, la compagnie, oui, elle paye ses impôts, mais il y a un impôt temporaire qu'on appelle, qui s'appelle l'IMRTD, donc l'impôt en main remboursable au titre de dividende. Fait que oui, il y a un taux d'imposition dans la compagnie, mais qui va peut-être récupérer lorsqu'un dividende est versé. Donc, sur ça, je vous rappelle d'aller écouter le live de Richard. C'était fort intéressant, puis il va donner plus de détails que nous parce qu'on n'est pas des fiscalistes. OK, je pense qu'on a ici Mathieu Dubé. La conversion du chauffage au mazout aux frais du proprio vers le chauffage électrique à la charge des locataires est très rentable pour un 5 portes et plus. Mais pour un 4plex, quels sont les avantages à part d'économiser les frais de mazout annuels, JP? Bien, ça serait de voir aussi combien est énergivore la bâtisse, là, peut-être voir l'isolation, tout ça. Chose certaine, au club, on recommande à ce que les locataires soient le plus possible responsables de leurs propres dépenses. Ce qu'on ne paye pas, on n'a pas conscience de la valeur. Et je fais un petit parallèle, mais j'étais content de voir, je fais un parallèle avec le domaine de la santé, mais aux urgences, de voir une grille de tarifs. On a un système de santé on peut critiquer ou pas, là, mais bref, qui est inclus à travers l'assurance maladie. Fait qu'on n'a pas idée de combien coûtent nos consultations, tout ça. Mais là, moi, j'ai bien aimé voir le prix réel. C'est combien une nuit à l'hôpital au Québec. Fait qu'on a une idée de la valeur des choses. Si je reviens en immobilier, ce qui est inclus, les gens ne le réalisent pas. Fait qu'on voit le classique, les fenêtres ouvertes en plein hiver. Que vous ayez un duplex, triplex, quadruplex, c'est pas le fun de payer de l'énergie pour ça. Donc, moi, j'estime que c'est toujours une bonne dépense de rendre responsables les locataires de leur propre consommation d'énergie. Excellent. Je pourrais ajouter aussi le confort des locataires comme avantage, parce que quand on a un chauffage central au mazout, ben, celui au rez-de-chaussée, il a froid, puis celui à l'étage, des fois, il a chaud, et c'est là qu'il va ouvrir les fenêtres, comme dit JP. Aussi, le risque environnemental, là, tu sais, ils avaient un chauffage au mazout, il y a pas avoir une tank qui fuit, puis là, ça vient contaminer, puis on peut contaminer le voisin. Donc, il y a cet aspect-là aussi. Puis, il y a le côté environnement, là, dans le sens que c'est polluant au mazout, contrairement à l'électricité, qui est beaucoup plus écologique. Donc, ça serait ça, là, à moins que tu avais un petit quelque chose à ajouter. Bien, tu l'as dit, mais la paix d'esprit. Moi, j'ai plus aucune bâtisse au mazout, mais j'étais nerveux des moins, surtout dans la région de Québec, là, des fois des moins 20, là, pour avoir 2 fois eu des systèmes de chauffage qui ont éclaté. Évidemment, ça arrive toujours la nuit ou le soir, tard. À Noël. À Noël, c'est Gilles Laferrière qui disait qu'à toi et Noël, il y avait quelque chose. Mais je me souviens d'un dimanche soir, moi, à minuit moins quart, là, pas le fun du tout. Fait qu'on est moins vulnérable. Quand on n'a pas de système à eau chaude qui circule dans la bâtisse, si quelqu'un a laissé une fenêtre ouverte, ben vous êtes beaucoup moins vulnérable. Ce système-là, il a été purgé, il n'existe plus, il a été retiré. Fait que avant que ça commence à attaquer la tuyauterie de la cuisine, là, normalement, vous êtes capable de vous en tirer. Excellent. On vous rappelle que le 8 mars prochain, donc la semaine prochaine, on a un panel d'investisseuses immobiliers à succès. Donc, 4 femmes ici du club vont venir nous partager leur expérience, répondre à vos questions également. Ça va être animé par notre coach du côté anglophone, Terry. Donc, on vous invite à être là la semaine prochaine de midi à 1h, ça promet. Et on vous rappelle aussi qu'on a un événement mensuel de réseautage virtuel fin mars. Je n'ai pas la date. Ben, voilà, notre ami JP à la régie qui est là, qu'on salue d'ailleurs. Merci JP d'être là avec les enfants en plus que tu as à t'occuper durant la semaine de relâche. C'est super gentil. Donc, 25 mars
prochain réseautage virtuel. Donc, on vous invite à être là. On a des salons privés avec des sujets différents. C'est très, très intéressant. Oups, la correction. Wow, il est vite sur le gun. Donc, on a des salons thématiques. Fait qu'on peut parler peut-être de commercial, de prêts privés, de flip, de transformation de mazout à l'électricité. Bref, il y a des sujets différents de mois en mois, puis c'est très enrichissant, puis c'est le fun de voir la gang, là. On voit les anciens, les nouveaux aussi, puis ça fait des beaux échanges très, très intéressants. JP, as-tu un dernier point là-dessus pendant que je cherche la prochaine question? Oui, absolument. C'est un point qui a été dit la semaine dernière dans le dernier réseautage virtuel mensuel. Il y a quelqu'un qui a dit, parce que c'est gratuit, il y en a qui pensent qu'il n'y a pas de valeur. Puis oui, au club, on accorde la valeur aux enseignements, puis compte tenu que ce qu'on enseigne permet à des gens de s'enrichir énormément, et comme tout enseignement et service professionnel, ça se paye, mais cet événement-là est offert gracieusement. Fait que pensez pas que c'est du trash ou c'est du remplissage. Il y a du gros stock dans ces soirées de réseautage virtuel-là. Comme a dit Yvan, c'est par salon. Fait que si vous voulez pousser vos connaissances à pas cher, très belle occasion. Excellent. Good. Puis à découvrir aussi comment que nos panélistes et nos modérateurs sont compétents, là, dans le sens que ça va vous permettre d'avoir un peu l'esprit du club, ceux qui ne connaissent pas trop nos enseignements. Fait que, évidemment, ce n'est pas des formations, c'est vraiment des groupes d'échange qui sont modérés par un expert. Donc, ça va vous permettre de voir la qualité là, de nos échanges et de nos transferts d'informations. Judith Leclerc, je ne suis pas sûr de comprendre la question, mais peut-être JP va la voir différemment. Quelle institution financière offre un prêt lors de l'ouverture d'un compte? C'est plus votre capacité qui va déterminer le montant d'un prêt. Plus que un prêt personnel, tu peux le demander. Puis si tu as la capacité de le rembourser, comme du JP, ils vont te l'offrir. Un prêt hypothécaire, ça te prend une propriété. Peut-être préciser la question, s'il te plaît. Ouais. Les banques veulent faire de la business. Fait qu'eux autres, plus ils prêtent, plus ils chargent des intérêts, mieux c'est, tant que le prêt est sécuritaire pour eux. Donc, ils vont analyser votre capacité, puis prêt personnel ou marge de crédit. OK. Frank Marion a une question en deux temps. Tu prendras le premier temps, je vais prendre le deuxième. En cas de projet de rénovation d'un logis, comment s'assurer de mettre le bon budget de renouvellement par rapport au loyer cible? Y a-t-il une méthode de calcul? Le bon budget de renouvellement par rapport au loyer cible. Ouais. Ça peut être dans la même question aussi. Comment éviter la surrénovation? Là? Comment, tu sais, pas mettre trop d'argent dans un logement, sachant qu'on pourrait le louer, mettons, tel montant, là? Ben, ça revient à ce qu'on disait au début, hein, c'est de connaître son secteur, connaître qu'est-ce que le secteur peut supporter. Exemple, pour un 4,5 rénové, qui est notre compétition? Est-ce qu'il y a des projets neufs dans le secteur? Qu'est-ce qu'ils ont à offrir de différent de nous et à quel prix? Yvan l'a dit, ne pas surrénover, on fait attention. On peut aller évidemment consulter des sites comme Ziplex pour connaître les montants inférieurs, supérieurs dans un territoire, un code postal ou même une carte qu'on peut dessiner. Vous pouvez vous-même aller sur Kijiji, les packs, Marketplace, location du proprio, voir ce qui est à louer dans votre secteur et même aller visiter d'autres logements. Ça peut peut-être vous donner des idées de rénovation. Mais connaître vraiment votre secteur sur la capacité maximum que vous allez être capable d'aller rechercher. Donc, est-ce que ça vaut la peine? Généralement, hein, on applique un multiplicateur selon l'augmentation de revenus et la valeur créée avec la bâtisse. Est-ce que ça vaut la peine? Généralement, oui, mais on a vu des gens l'échapper des fois puis investir 75 000 dans un 2,5, ce que j'ai déjà vu, parce que tout avait été fait à distance, tout avait été donné à un contracteur, tout avait été fait sur mesure, des choix de matériaux beaucoup trop dispendieux, donc impossible à récupérer.
Fait qu'on connaît son secteur et on magasine aussi ses entrepreneurs, ses fournisseurs. Si, Frank, tu peux t'impliquer des fois dans les achats de matériel, magasiner, mettons, les planchers de bois flottants, mais tu peux te créer des alertes, voir si c'est en vente chez Renault cette semaine. Fait que plus tu t'impliques aussi, peut-être un petit conseil sur les cuisines, vous n'êtes pas obligé d'aller voir des artistes, des cuisinistes là, très haut de gamme. On voit souvent des investisseurs au club se procurer des cuisines chez Home, chez Renault, chez Rona, l'entrepôt. Même Ikea fait du très beau stock. Puis il y en a qui sont spécialisés pour monter des cuisines à pas trop cher aussi, ce type de cuisine-là. Et même tous ceux que je vous ai nommés offrent un service d'installation. Fait que soyez rigoureux dans vos dépenses, surrénovez pas trop. Ce que certains font pour éviter la surrénovation, c'est un truc que JP nous a partagé quand il est arrivé avec nous il y a 3 ans là, au club. J'aurais aimé ça savoir à l'époque que certains font, c'est qu'ils vont passer une annonce sur Kijiji, par exemple, du logement qui va être rénové. On peut soit le faire avec des photos d'un autre logement qui est similaire ou à la limite avec Photoshop, faire un montage, mais de donner une idée de qu'est-ce que va avoir l'air le logement une fois rénové, puis passer une annonce, puis voir à tel prix si ça l'appelle, puis s'il n'y a pas d'appel, évidemment, ça dépend de la saison. Là. Si vous êtes en mois de décembre, il y a peut-être moins d'appels qu'au mois de mars, on s'entend là-dessus, là, mais si le prix est trop élevé et qu'il n'y a pas d'appel, je vais le baisser de 100 puis je vais voir si ça répond, puis je vais baisser de 100 puis à un moment donné, on vient peut-être à trouver le point d'équilibre, dire, OK, tel prix de location ferait du sens. Donc, je n'irais pas surrénover trop parce que je ne suis pas capable de louer plus que tel montant. T'sais. Si je suis capable de louer 1300, je ne vais pas mettre nécessairement du quartz puis du marbre, des affaires de même. Donc, puis d'aller visiter, comme JP a dit, c'est excellent. Puis ça, je pense, c'est un des meilleurs trucs, d'aller voir d'autres logements à louer dans le secteur. Puis dire, OK, dans le secteur, ils ont tous du plancher flottant. Je n'irais pas mettre du plancher de bois franc pour rien. Je vais peut-être surrénover. Les gens n'ont pas nécessairement ce besoin-là ou cette attente-là. Donc, la visite des logements similaires, mettons un dimanche après-midi, on va visiter 5, 6, une dizaine, même, on fait ça rapidement. Là. Ça nous permet de voir le standing de Renault qu'on va pouvoir utiliser. OK. On est 2 GP, là, juste aux fins de clarté. Il y a Jean-Philippe Claude qui est en régie, qu'on remercie, et il y a JP moi-même, donc juste aux fins de clarification. Fait que c'était pas ce JP-là qui donnait le truc que j'ai parlé, c'était l'autre JP. Fait que JPD puis JPC. Jean-Rodrigue, quelle est la combinaison de partenariat la plus fréquente, contracteur, gestionnaire, investisseur passif ou autre? Je te dirais, Jean, qu'il n'y a pas vraiment de standard là-dedans. Tout est possible. On n'a pas de statistiques sur est-ce que c'est plus un contracteur qu'un prêteur privé, qu'un investisseur actif ou deux investisseurs passifs avec un gestionnaire. Tout est possible. Très difficile à répondre à celle-là. JP, je trouve que c'est quelque chose à ajouter, mais c'est impossible de répondre. On évite à embarquer des partenaires alors que dans le fond, on pourrait très bien faire affaire avec un prêteur privé. Donc, je trouve que les gens donnent vite beaucoup d'actionnariat. Ça dépend de ce que la personne apporte, mais si elle n'apporte que de l'argent, essayez peut-être de voir si vous êtes capable de faire le projet seul ou peut-être avec une autre personne. Mais j'ai fait un appel de coaching avec 2 gars gradués qui cherchaient de l'argent. Et donc, il y avait une 3e personne qui serait embarquée comme partenaire, mais quand même assez gourmand. Je leur ai dit, les gars, avez-vous besoin de ça ou dans le fond, vous avez juste besoin de l'argent? Et on le répète souvent au club, quand le deal est bon, l'argent va suivre. Donc, posez-vous la question, pourquoi des partenaires? Et qu'est-ce que vous voulez de ces gens-là et vous, qu'est-ce que vous avez à offrir aussi? Excellent, merci. Hey, ça avance vite, 12h40 déjà. On vous invite une dernière fois à partager le live et d'inscrire, partager dans le chat pour courir la chance de gagner un de nos 4 prix qu'on fait tirer dans une vingtaine de minutes. On vous rappelle également la mensuelle de mars. On vous rappelle le 8 mars prochain, le panel de femmes. On vous le redit parce qu'il y en a qui doivent quitter ou il y en a qui viennent juste d'arriver. Donc, et voilà. On a Jean-Philippe Duchesneau qui a une bonne question pour toi. Je pense que tu vas l'aimer, celle-là.
Quoi faire en sachant que mon conjoint ne veut pas investir? Moi oui. Plus gros qu'un duplex, car le cash flow n'est pas positif avec un duplex. Donc, son conjoint veut pas investir, puis lui, il va investir. On voit ça souvent, là. C'est un classique. Un classique. Oups. Absolument. Essaye, Jean-Philippe. Toujours là, ça va? Essaye, Ouais, ça a Jean-Philippe, de lagué. savoir pourquoi il veut pas. Ça a lagué. Pourquoi il veut pas investir, pour quelles raisons. Des fois, il y a des peurs, des mauvais attachements émotifs par rapport à l'argent, par rapport au risque. Des fois, ils n'ont peut-être pas eu des modèles nécessairement autour d'eux qui les met en confiance. On suggère, entre autres, un livre comme Père riche, Père pauvre, qui peut lui ouvrir l'esprit différemment. Robert Kiyosaki. Beaucoup d'investisseurs ont débloqué à la lecture de ce livre-là. En fait, sont devenus investisseurs suite à la lecture. Un autre livre aussi, c'est le classique de Jacques Lépine, L'indépendance financière grâce à l'immobilier. Ça aussi, ça peut aider à comprendre. Dans tous les cas, c'est pas toujours nécessaire que le conjoint embarque, mais au moins qu'il respecte. Et c'est sûr que quand on est ensemble sur un achat, c'est ça. Je pense qu'il faut déceler d'où vient la peur, d'où vient la crainte du partenaire qui empêche peut-être de voir un petit peu plus loin sur l'investissement. Puis il y a peut-être la notion de sacrifice aussi, on n'en parle pas souvent. Je comprends qu'on veut tout de suite, on veut la maison, la clôture, le chien, le barbecue, tout ça rapidement, mais des fois, ça vaut la peine de faire quelques petits sacrifices. Et on dit au club, chaque dollar est comme un petit soldat. Donc, on veut faire travailler nos soldats le plus possible pour monter notre armée, pour éventuellement avoir accès à notre maison de rêve, mais pas brûler nos cartouches tout de suite dès le départ. Donc, on veut un placement qui génère des revenus, idéalement. Mais plus gros qu'un duplex, j'essaie de voir si je donne des éléments de réponse. Cash flow pas positif, je comprends. Peut-être chercher un plex plus payant à ce moment-là. Tout à l'heure, on en parlait. Ça peut être payant de rester locataire si vous avez un bon loyer pas trop cher pour faire d'autres choses avec votre argent. Enfin, j'espère que ça a pu vous aider sur ces éléments-là. Ben, moi, j'en retiens une chose, de vraiment demander pourquoi, là, de connaître les objections qui fait qu'il ne veut pas aller dans le plus gros. Là. Okay? Parce que habituellement, dans le plus gros, c'est moins risqué dans le sens que bon, tu as un locataire qui ne paye pas sur 6, ben, les 5 absorbent, mais quand tu as un duplex et tu en as un qui ne paye pas, ça ne va pas bien avec un, ben là, c'est 50% de tes revenus qui ne sont pas là. Donc, avec du volume, règle générale, moins risqué. Peut-être la crainte des locataires aussi. Là. 6 locataires, c'est peut-être trop par rapport à 2. Donc, essaie de voir pourquoi. Émilie Gagné, je viens de parler à un courtier qui m'a demandé pour travailler avec moi d'avoir une pré-approbation de la caisse et une capture d'écran de mes comptes pour lui montrer que j'ai la mise de fonds. Et c'est une pratique courante, je n'ai pas la mise de fonds nécessaire. Bon, on voit ça régulièrement. Là. Il y a 2 volets là-dedans. C'est peut-être le courtier qui veut filtrer, qui ne veut pas perdre son temps, puis il veut s'assurer que toi, tu es apte à acheter. Ou ça peut être le vendeur aussi qui l'exige. Hein. Le vendeur peut dire au courtier, parce qu'il faut comprendre que le courtier représente le vendeur, puis le courtier va faire, entre guillemets, ce que le vendeur lui demande. Hein. Donc, si le vendeur disait, moi, ça me prend une preuve de mise de fonds, puis une préqualification, n'arrive-moi pas qu'il y ait un offre, s'il n'y a pas ça, ben, le courtier va s'exécuter puis il va l'exiger. Donc, oui, on voit ça fréquemment. Ce n'est pas illégal, puis c'est une bonne pratique en soi, dans le sens que ça permet aux gens d'éviter de perdre du temps. Là, que le vendeur perd du temps, que le courtier perd du temps. C'est sûr que nous, on vous enseigne d'acheter pas de cash puis de trouver des solutions créatives, mais soyez conscients que de l'autre côté, ça se peut qu'on tente de vous mettre un peu des bâtons dans les roues. JP? Oui, ben la notion de préqualification, en passant pour du 5 logements et plus, je pense que ceux qui fréquentent le club ou qui ont pris quelques formations ou le coaching, vous le savez que c'est considéré davantage comme une business. C'est les revenus qui justifient l'achat. C'est la capacité de l'immeuble de couvrir son prêt hypothécaire, sa valeur économique. Donc, c'est dur d'avoir une préqualification d'avance quand on ne sait pas ce qu'on achète.
Donc, c'est sûr que la banque ne vous préqualifiera pas pour un mauvais achat d'un 6 logements si vous le payez trop cher. Donc, on voit ça dans du financement résidentiel, 4 logements et moins, les préqualifications. Au niveau de la preuve de mise de fonds, ce que je vois souvent, c'est des directeurs de compte ou peut-être des courtiers hypothécaires, s'ils peuvent le faire, produire une lettre que vous êtes en capacité d'acheter. Donc, des fois, vous avez quelques immeubles de l'équité, donc tout dépendant, encore une fois, du prix d'achat. Mais il y a un courtier qui me l'a demandé récemment, je regardais un listing, puis le directeur de compte a envoyé une lettre. Évidemment, il se garde un petit pas de réserve, une prudence. Ils n'accordent pas le financement tout de suite, mais ils disent que selon les calculs, selon les ratios, exemple de Desjardins ou de la Banque nationale, peu importe, la personne aurait la capacité d'acheter l'immeuble. Excellent. On salue Sylvie Roméo qui nous fait des petits, qui nous écrit des bons mots à JP. Super, merci. Yes. Il y a Davlo Canardard. Je n'ai pas trop moché le nom. Que pensez-vous d'acheter une maison maintenant et de passer chez le notaire dans un an car le vendeur souhaite du temps pour se retourner, le prix est déjà établi et non modifiable? Moi, ce que je ferais, je signerais tout de suite, puis quitte à y donner un petit peu plus, puis lui, il paye un loyer. Donc, par exemple, je ne sais pas, vous êtes entendu sur 200 000, mais vous êtes OK, on va vous l'acheter, je ne sais pas, 210, mais vous allez me payer un loyer de 800 $ par mois pendant un an. Donc, 800 $ fois 12 mois, ça fait 9 600. Donc, il y a plus d'argent, mais après, il vous en redonne. Fait qu'il est locataire durant un an, puis ça permet de notarier tout de suite. C'est ça, de notarier tout de suite, puis vous payez un loyer. Donc, ce serait ça la technique que je proposerais. C'est quelque chose que j'ai pris là-dessus. Tout à fait d'accord. Peut-être lui passer l'entretien, les frais d'entretien, déneigement, la pelouse. Donc, ces choses-là qui continuent, le mettre au bail de location. Peut-être essayer de se sortir de ces frais-là le temps de la location. OK. Une question pour toi, Madalina du coaching qu'on salue. Quelles sont les chances d'avoir gain de cause chez la TAL, donc le tribunal administratif du logement, qui est nouvellement, qui anciennement était à la Régie du logement? Donc, quelles sont les chances d'avoir gain de cause pour une résiliation de bail si on a le document signé par le locataire, mais celui-ci change d'idée? Donc, je ne sais pas, il accepte, mettons, il décide de changer d'idée. En fait, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat, mais ce qui ressort souvent, c'est la notion de signer sous contrainte. Il faut démontrer que la personne a signé librement et en toute connaissance de cause. Et ce qu'il y en a qui font, ils enregistrent la session ou ils peuvent avoir un témoin avec eux. Mais c'est sûr que plus vous avez de preuves, parce que j'ai vu des fois des jugements tomber ou des résiliations parce que le locataire a semé le doute en disant qu'il a signé sous contrainte. Donc, on l'a forcé à signer. Fait que, moi, je pense, Madalina, tu as une bonne cause si tu es capable de démontrer que la personne a signé librement. Des fois, il y a peut-être eu quelques courriels, mais c'est sûr qu'un enregistrement avec son téléphone dans la poche, ça peut aider. Mais si elle est capable de semer le doute que ça a été fait sous contrainte, là, il y aurait peut-être un problème, effectivement. Good. Après avoir salué Sylvie, on salue Sylvain Miron. Je ne sais pas si tu es encore à l'écoute, mais il dit qu'il nous trouve drôle parce que de trouver une maison à rabais de ces temps-ci, ça a l'air comme à le faire rire. Mais si vous cherchez sur Centris puis sur du proprio, donc vous cherchez des propriétés qui sont affichées, où ce que tout le monde a accès, oui, ça peut être difficile parce qu'il va y avoir de la surenchère puis il va y avoir 24 offres en même temps que la vôtre. Mais si vous appliquez ce qu'on vous enseigne dans le salaire d'abondance au courant, d'aller chercher ailleurs, où ce que les gens ne vont pas, ben là, vous allez être toute seule. Puis si vous cherchez des vendeurs motivés, parce que dans les maisons, je le répète, on a souvent des vendeurs motivés. Évidemment, c'est pas écrit dans son front, je suis motivé, achetez-moi, mais si vous êtes wise et vous êtes perspicace et Colombo, vous êtes capable de trouver les vendeurs motivés avec des indices qu'on vous donne, dans le sens qu'il y a des indices qui font qu'ils sont motivés. À vous, évidemment, de les apprendre, ces indices-là, puis de les mettre en application, mais dans les maisons, on va être capable d'avoir des maisons à rabais si on cherche autre que sur Centris et sur du proprio. Donc, voilà mon commentaire. Je ne sais pas si tu avais quelque chose là-dessus pour notre ami Sylvain. Non, effectivement, c'est chercher différemment. Puis, soyez simple
Quand vous prospectez, là, c'est pas le temps de mettre un kilomètre de condition. Vous offrez une transaction de gré à gré, en toute simplicité, sans intermédiaire. C'est sûr qu'on veut, puis dans le cours qu'on enseigne sur les offres d'achat, on vous met les clauses de sortie, là, rapidement comme petit bonus ce midi, là, sans tomber. Mais tu sais, on veut évidemment l'inspection, souvent conditionnelle au financement, conditionnelle à l'examen des documents, revenus dépenses, et la visite complète des lieux. Il y en a qui se gardent des visites jusqu'à 24 heures avant de passer chez le notaire. Mais rajoutez pas trop de stock parce que vous allez être moins attirant, moins attrayant. Donc, quand vous prospectez, on garde ça simple. On ne veut pas être quelqu'un de compliqué et notre offre va être en conséquence. Donc, notre offre va être en bas du marché, idéalement, mais en disant, écoutez, c'est la simplicité même ici. Là. Moi, je vous offre de passer à d'autres choses. Même quelqu'un dans le coaching disait, je vous offre de tourner la page sur un chapitre de votre vie. Je trouvais ça poétique. Pourquoi pas? Donc, voilà. Good, good. Hey, déjà, le temps file, là, moins 10, même moins 5 bientôt. On va en prendre une ou deux questions supplémentaires. Après, on va faire le tirage. Sylvie qui dit, il faut baisser le loyer, n'est-ce pas, quand on change le chauffage? En théorie, oui, il faut que tu baisses le loyer, mais peut-être que tu pourrais inclure certaines choses. On pense à notre ami Jean-François Picard, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, mais un spécialiste de la conversion de chauffage, du mazout, de l'huile à l'électricité. Donc, on pourrait penser peut-être inclure Internet. Okay, donc, en échange, on dit, OK, je ne baisserai pas ton loyer, mais je vais t'inclure Internet. Et que si vous sauvez, par exemple, 5 000 de chauffage au mazout, mais que vous incluez Internet dans votre loyer, vous, ça va vous coûter peut-être 125, 150 pour une ligne, donc peut-être un 2 000 par année pour entrer Internet. On a sauvé 5 000 de l'autre bord en frais de chauffage, on vient de sauver 3 000. À 20 fois les revenus, on parle de 60 000 de valeur. Donc, au lieu de baisser le prix du loyer, inclure des choses qui, pour le locataire, a une valeur peut-être de 50 par mois, Internet, 40, 50 mais vous, ça vous en coûte pas mal moins cher. Donc, on vous invite à aller voir un live qu'on a fait avec JF Picard de Québec. On salue s'il est là. Et vous allez avoir un paquet d'autres petits trucs là, qu'il va vous donner là-dessus. Super. Buanderie gratuite aussi, buanderie payante dans votre bâtisse, vous la rendez gratuite pour 1 an. Pourquoi pas? À 2,50 par cycle. Lavage, séchage, 5 la fois. Ils en font 1 ou 2 par semaine. C'est une belle compensation là, pour le chauffage qui est maintenant à leur charge. Ça n'influence pas vos baux de location. Donc, votre valeur économique en bout de course. Good. Hey, Nick Racine du coaching, vous allez plus bas là, à la fin des témoignages, des questions, là, parce qu'on ne sera pas capable de toutes y répondre. On vous rappelle d'être là plus tôt la prochaine fois parce qu'on n'est pas capable d'aller jusqu'au bout. Nick Racine du coaching qui dit il y a toujours des deals. C'était en lien avec notre ami Sylvain Morin, je crois tantôt que un commentaire. Là. Il y a toujours des deals. J'ai une promesse d'achat acceptée sur une maison, 100 000 sous la valeur marchande. Bravo, Nicolas, puis merci de confirmer nos enseignements. À moins 5, je pense qu'on va procéder au tirage et au mot de la fin. Avant de donner les gagnants, je ne sais pas si Sandra m'a envoyé les gagnants dans Messenger. Je peux te voir. Hein. Moi, je vais en profiter pour remercier vraiment tout le monde. Ça fait plaisir de vous lire. Puis vos commentaires aussi, là, appréciatifs, font toujours chaud au cœur. Donc, merci d'être là. Merci. C'est grâce à vous aussi qu'on est capable de tenir ces événements-là. Sans public, on n'est pas là. Donc, merci de nous faire confiance. Excellent. Donc, on vous rappelle le 10 mars, la formation sur transformant l'opportunité des multilogements trop chers donnée par Jean-Philippe. Le 11 mars, Dave Powell donne une formation sur les flips. On a le début du Fast Track commercial le 13 mars prochain. On a également un coaching qui débute le 9 avril. Donc, c'est possible de joindre la cohorte du vendredi. Sinon, on a un coaching qui a débuté le 30 janvier. Et si on veut joindre cette cohorte-là qui est rendue au cours 3, c'est encore possible. On va faire les cours, évidemment, dans un ordre différent. Et le panel d'investisseuses à succès
lundi prochain, donc le 8 mars. On reçoit 4 investisseuses qui vont nous partager une partie de leur parcours, répondre à vos questions, vous inspirer, puis vous démontrer que ça peut se faire même si on est une femme, parce qu'on a de plus en plus de femmes au club, puis on invite messieurs à être là aussi. Hein. Donc, c'est pas parce que c'est un panel féminin que messieurs ne peuvent pas être là. Donc, belle occasion là, de joindre le 8 mars prochain. Et pour les tirages, les gagnants, formation transformée en deal, donc qui a lieu la semaine prochaine, c'est Joël Magny. Donc, félicitations, Joël. Formation des flips le 11 mars, c'est Fanny Auger. On a le livre Transformant l'opportunité des multilogements trop chers, c'est Will Senatus. Et le certificat cadeau de 50 $ applicable à une formation de votre choix, une formation à la carte, c'est Véronica Vogel. Donc, félicitations à tous les gagnants-gagnantes. Pour réclamer vos prix, on appelle au bureau, on appelle Julie au bureau au 450-679-0261. On va vous mettre le lien ou le numéro de téléphone dans le chat. Sinon, allez sur le site du club, vous allez aller dans nous joindre. On est capable de rejoindre Julie. Et mot de la fin pour toi, JP? Ben écoutez, je vous dirai pas ça va bien aller, mais ayez confiance. Ayez confiance en l'économie, ayez confiance en vous-même, ayez confiance en les possibilités de trouver des deals. On a eu un beau petit témoignage il y a quelques instants. Puis on le répète au club, il faut y croire pour que ça nous arrive. Si vous êtes certain que le marché est trop cher et que c'est impossible de faire un profit à l'achat, on met pas grand chance sur son mindset que ça nous arrive. Fait que soyez optimistes, soyez quand même réalistes. Et comme on a dit tout à l'heure, ben formez-vous, entourez-vous des meilleurs. Faites attention à votre environnement pour pas vous décourager. Essayez de vous tenir avec des gens qui ont du succès, qui voient les choses de façon positive, favorable. Et encore une fois, ben merci de nous faire confiance. Là, c'est grâce à vous qu'on existe. Excellent, merci JP. Donc, pour conclure ce lunch immobilier du 1er mars, on vous invite à être dans l'action, à bouger, évidemment à vous former pour bien faire les choses. Je sais que les temps sont un petit peu plus difficiles des fois là, avec ce qu'on vit dans le COVID, mais je pense que ce n'est pas une excuse pour ne pas bouger. On a un paquet de gens au club qui bougent malgré la COVID. Fait que, comme disait tantôt JP, soyez pas craintifs. Là. Oui, il y a une COVID, il peut y avoir des hausses de taux d'intérêt, il peut y avoir plein de choses qui se passent, mais je pense que ce n'est pas des raisons pour ne pas bouger. Donc, on vous invite à passer à l'action, à être là la semaine prochaine avec le panel d'investisseurs à succès. Et merci beaucoup à tous. À bientôt. Merci tout le monde. Bon succès. À bientôt.